Écrit vers 1879, remanié en 84, publié par Gabriel Tarde, donc l'un des pionniers, comme on dit, de la sociologie en France, en 1896 dans la Revue internationale de sociologie, repris en 1904 dans les archives d'anthropologie criminelle, puis en 1905 dans la Revue philosophique, et vous avez là finalement tout le triptyque de Tarde, c'est-à-dire l'anthropologie, la philosophie, la sociologie, republié ensuite en volume en 1906. Fragment d'histoire future raconte l'avènement de l'ère du salut ou de l'ère salutaire, comme je l'appellerai moi. L'accouchement de cette ère salutaire ne fut pas facile. Je vous résume en gros, avec quelques commentaires miens, comment ça se présente dans ce texte étrange. Il y a d'abord une manière de long XXe siècle, à savoir 150 ans de guerre moderne. Le texte montre ce qu'est la guerre future pour le lecteur de 1879, et ce qui est en fait un ensemble de guerres passées pour le narrateur de l'ère salutaire, celui donc qui écrit, celui qui parle dans le texte, fragment d'histoire future. Il y a bien du vu, aurait dit Rimbaud, dans le tableau dressé. Voici un exemple de cette prose. Ce furent tant de batailles effroyables entre des armées de 3 et 4 millions d'hommes, entre des trains de wagons cuirassés, lancés à toute vapeur et faisant feu de toutes parts les uns contre les autres, entre des escadres sous-marines qui se foudroyaient électriquement, entre des flottes de ballons blindés, harponnés, crevés par des torpilles aériennes, précipités des nues avec des milliers de parachutes, brusquement ouverts qui se mitraillaient encore en tombant ensemble. On voit que c'est assez bien vu. Il y en a donc un gigantesque des armées, il y a une anticipation du char d'assaut, même si Louis parle de trains cuirassés, il n'avait pas prévu que les wagons allaient être séparés les uns des autres. Il y a les torpilles aériennes qui renvoient à ce qu'on pourrait appeler les missiles ou les fusées, des parachutes qui se mitraillent en tombant. Tout cela, disons, est une vision assez bellement anticipée. Or, le paradoxe est que, et ce n'est pas le seul paradoxe du texte, c'est qu'il va y avoir une exception unique, comme dit le narrateur, dans cette gigantesque, à la suite de cette gigantesque hémorragie, c'est qu'au lieu que les peuples continuent à être enragés, ils en sortent en fait extrêmement calmés. Vient alors une grande période de prospérité. C'est la deuxième étape. Cette période de prospérité, donc, est faite par des peuples calmés. Elle est d'ailleurs préparée par une idée un peu particulière qu'ont eu les représentants, les dirigeants de l'armée, c'est-à-dire d'arrêter d'envoyer les jeunes gens valides et bien faits, comme dit le texte, au front, et d'envoyer plutôt les infirmes et les invalides. Ce qui permet, donc, de toute façon, de protéger les gens bien faits, quoi. Donc vient une grande période de prospérité caractérisée par tout ce que je vais vous dire là maintenant. D'abord, l'établissement définitif de la grande fédération asiatico-américano-européenne, avec qui garantit une paix universelle et désormais imperturbable. Les nations sont donc devenues des provinces dans un immense État unique. La science, quant à elle, a découvert toutes les causes et par conséquent en bonne logique positiviste, puisque supprimer la cause, la conséquence disparaîtra, c'est le mantra d'Auguste Comte. Donc la science a découvert les causes et les remèdes à toutes les maladies. Adoption d'une langue unique, universelle, c'est un topos archi-couru du XIXe siècle. Même un fou littéraire comme Paulin Gagne, dont je parlerai peut-être tantôt si j'ai le temps, a essayé d'inventer la sienne, la Gagne monopanglotte, qui consiste essentiellement en privilégiant l'infinitif à la place de tous les autres verbes, toutes les autres conjugaisons. Donc langue unique universelle, mais ce n'est ni l'anglais ni l'espagnol, car le texte dit ceci: depuis la débâcle de l'Empire anglais et la reprise de Constantinople par l'Empire helléno-russe, une langue s'imposa définitivement, le grec. Et donc immédiate chez les élites, qui étaient déjà en train d'apprendre le latin et le grec, la langue grecque s'est progressivement installée dans les peuples et l'hégémonie fut atteinte au milieu du XXIe siècle. Avec tout cela, naît une société globalisée, baxtérisée sur une communication hyper performante. Nous y sommes, si on peut dire ça bêtement comme cela. Le texte dit: rien n'arrêtait plus dans son expansion rayonnante la vogue d'une idée quelconque née n'importe où. Nous sommes à l'époque de Twitter, n'importe quelle idée se retrouve n'importe où en très peu de temps. Et sur le plan social, tout se déplace de l'économie vers la politique, laquelle gère désormais tout le désir humain. Quelques conséquences littéraires amusantes
du règne du grec, c'est que Hugo, Shakespeare, Dante et tous les autres sont désormais, disons, finis et sans intérêt. On retourne aux Grecs de l'Antiquité, car en plus on ne comprend plus leurs œuvres qui sont écrites dans des patois vraiment illisibles. Idem pour Alexandrin, qui est démodé totalement, vive l'hexamètre d'Homère, la strophe de Sappho et Méandre de Sophocle. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que tout prend peu à peu une tournure étrange. C'est que le suffrage universel, avec un État unique comme ça, est devenu impossible, surtout avec les moyens de l'époque. Aujourd'hui, qu'avec Internet, on s'arrangerait peut-être, mais à l'époque, ce n'est pas imaginable. Et donc, les anciennes nations continuent à élire, cette fois, non pas leurs dirigeants, mais des députés qui vont vers l'État unique. Mais s'installe un mécanisme étrange qui fait que naît alors une nouvelle féodalité, c'est-à-dire que chaque député doit prêter allégeance à la gouvernance centrale. D'où se suivent une série de dynasties, d'abord d'une dynastie faite de physiciens de géomètres, puis d'une dynastie d'artistes défroqués de l'art, puis vient un illuminé qui est un architecte qui va avoir le projet de détruire Constantinople pour la reconstruire dans le désert sur les ruines anciennes de Babylone. Et ici à Montréal, nous avons une longue expérience de ce type de démarche, à savoir, il va y avoir soudainement un dépassement des coûts. Donc le dépassement des coûts va être astronomique dans cette entreprise, et à partir de là, il y a une série de banqueroutes de l'État unique avec des crises financières successives. S'impose alors le règne d'un financier philosophe, véritable monarque éminent, qui rétablit les finances, mais au prix de l'installation d'un ordre social terne, chiche, aseptisé, laid, trivial, gagne petit, chichiteux. Ce financier dit non à tous les projets qui ne rapportent rien, et donc finalement la population mondiale finit par s'habituer. C'est donc là l'apogée de la société bourgeoise. Et le narrateur qui vit quelque part vers l'an 3000, lui, connaît les mémoires de ce monarque, et on y lit ceci, ce monarque dit: le meilleur gouvernement est celui qui s'attache à être si parfaitement bourgeois, correct, neutre et châtré que personne ne puisse plus se passionner ni pour ni contre. Et le symbole même de la réussite de la bourgeoisie est ceci, c'est très joli je trouve. Sur l'emplacement retrouvé des jardins suspendus, donc de Babylone, il avait fait dresser, aux frais de l'État, une statue de Louis-Philippe en aluminium battu au milieu d'un jardin public planté de lauriers sauges et de choux-fleurs. Et donc, si vous avez en tête la caricature de Louis-Philippe avec sa perruque, ça ressemble un peu à un chou-fleur. Donc voilà pour cette période de prospérité qui finit donc dans finalement ce que Fukuyama a appelé la fin de l'histoire. Et voilà. Mais vient alors la catastrophe, à savoir l'anémie solaire, comme dit le texte, autrement dit une nouvelle période glaciaire survenue avec la rapidité d'une giboulée de Mars. Son imminence devient évidente lors de l'hiver de 2489, où la fiole du soleil passe soudain par toutes les couleurs imaginables, la pire étant le bleu pâle. Les désastres alors se succèdent à un rythme élevé. Les populations entières meurent congelées, les premiers migrants climatiques apparaissent. Des avalanches soudaines emprisonnent les trains dans les tunnels qui traversent les montagnes. Le Rhin et le Danube, et la Méditerranée, et les océans eux-mêmes bientôt ne coulent plus. Sous le coup de famine, des mères mangent leurs enfants. Les communications s'arrêtent car les fils des réseaux sont sous la neige. Les glaciers recouvrent bientôt tous les anciens domaines de la période glaciaire. Des milliards d'êtres humains meurent, par hasard et par bonheur, vers la fin du XXe siècle. Quelques millions d'êtres humains trouvent refuge en Arabie pétrée. L'Arabie pétrée était à l'époque une sorte de région lointaine où tout ce qui était anormal devait venir d'Arabie pétrée. En Arabie pétrée, donc, ils se retrouvent là, c'est quelques millions d'êtres humains. L'Arabie pétrée devient le pays le plus peuplé du monde. On y a transporté un énorme calorifère qui est le grand poids gouvernemental, mais là aussi les ressources se raréfient rapidement. Il n'y a bientôt plus que quelques milliers, quelques centaines d'exemplaires hâves et tremblants, uniques dépositaires des derniers débris de la civilisation. On connaît là un topos, je crois, de la littérature de science-fiction ou fantastique, ou d'anticipation, c'est-à-dire le dernier carré d'êtres humains qui vit encore quelque part. Étape suivante, enfin Miltiade vint. Et Miltiade, dont la personnalité tient de Napoléon et de Chateaubriand, est le sauveur, donc le nouveau sauveur. Et comme tout bon sauveur, il tient un grand discours qui est bâti sur une idée asticotante et tapophilique.
Tapophilique, c'est parce que je m'occupe de ça actuellement, j'ai appris ce mot-là récemment. La tapophilie est l'attrait pathologique pour les tombes et les cimetières. Il commence toujours par un attrait délicat vers les souterrains. Et c'est bien ça qui va se passer. En plus, tapophilique, cimetière implique asticot, donc c'est une idée asticotante et tapophilique, à savoir que l'Éden n'est pas en haut, mais en bas. C'est ça la grande idée de Miltiade. Et de convier donc les survivants à suivre Empédocle, Ulysse, Énée, Dante au sombre séjour souterrain. La seule est leur chance. Les formules fusent alors en version néo-franquiste, par exemple, la vie souterraine ou la mort, mais toujours aussi avec des souvenirs du Christ, exactement comme dans les discours d'Emmanuel Macron, qui tout de même a donné 3 phrases de Jésus-Christ dans son discours de triomphe à la fin du premier tour, dont la pire était celle-ci, « Où que vous soyez, je serai avec vous ». Donc, exactement comme dans les discours de Macron, on voit ici donc des souvenirs du Christ avec ce mantra de Miltiade, « Ensevelissons-nous pour ressusciter ». Il convainc, et l'humanité résiduelle descend d'abord tout le matériel culturel, mémoriel et artistique qu'elle peut, avant de descendre elle-même radieusement s'enterrer. Nous sommes alors à l'extrême fin de 2489. La finale en 89 n'est pas anodine, c'est 700 ans après la Révolution, et c'est bien comme ça que Miltiade et le narrateur qualifient les choses. C'est une révolution incomparable. Sous terre se met peu à peu en place une société merveilleuse dont les sociétaires vont très vite considérer la vie passée comme idiote. La seule vue d'un parapluie exposé dans un musée rétrospectif, eux qui vivent sous terre où il n'y a plus de pluie, cette seule vue donne la danse de Saint-Guy à leurs zygomatiques et les rend hilars. Les débuts ne sont pourtant pas faciles, comme dans toute révolution. Il y a des querelles, des violences, des viols. Nous avons commencé par nous battre, dit le narrateur, mais nous nous embrassons maintenant. La chimie a peu à peu réussi à garantir la survie alimentaire en fabriquant artificiellement des aliments, du lait, du pain, du beurre, n'importe quoi. Agrandis, illuminés et décorés, les grottes naturelles deviennent d'immenses villes, des cités, où d'abord se regroupent, comme à l'ancien temps, des groupes antagonistes ou des querelles et des affrontements, mais bientôt ça s'arrange, car toutes les épreuves fortifiant notre race, à un moment donné, un équilibre se met en place. Les nouvelles villes, en fait, rassemblent dorénavant des communautés d'aptitudes et de préférences individuelles. Et donc, qui aime la musique va là, dans la cité des musiciens. Qui aime l'artisanat finit par aller dans la cité des artisans. Là, dit le texte, est le vrai progrès, car chacun s'épanouit selon son âme, ses désirs intérieurs et profonds. Désirs intérieurs et profonds dont on voit tout de suite poétiquement que la plongée sous terre était la métaphore et l'hyperbole. C'est donc Athènes et Florence au fond des catacombes. On circule de cité en cité au moyen de véhicules électriques. Il y a des lampes et des lustres merveilleux partout. Le narrateur décrit tout cela alors qu'il est en l'an 596 de l'ère salutaire, ce qui donne, si j'ai bien compté, 2489 plus 596, nous sommes à peu près en l'an 3085. Or, quelles sont les caractéristiques de la nouvelle société ? Premièrement, il y a l'âge régénération. Une section du livre s'intitule comme ça, la régénération, et elle vient de ceci, c'est que, en fait, ce qui se passe là, et là il y a un côté autoréflexif du texte, ce qui se passe là, c'est une expérience prolongée de sociologie. C'est à ça que travaille le fragment d'Histoire future. Et comme dans toute expérience, car c'est bien une expérience qu'il s'agit, il faut d'abord fixer une variable qui est trop turbulente, pour arriver à n'en garder que certaines que l'expérience va pouvoir suivre et mesurer. Le chercheur en question est donc un sociologue, il va fixer une variable particulière, vous allez voir, ce n'est pas une toute petite chose, cette variable, c'est rien de moins que la nature. Et donc il faut d'abord procéder à l'élimination complète, je cite, de la nature vivante, soit animale, soit végétale, l'homme seul excepté. Ces entraves que sont la flore et la faune laissent ainsi place, enfin, à l'homme social livré à lui-même. L'avantage collatéral supplémentaire du fait que la nature est supprimée, c'est qu'il n'y a plus de paysans. S'ensuit alors une fièvre à l'intérieur du bâtiment, si je puis dire. S'ensuit une fièvre néo-troglodytique de socialisation qui débouche sur une intensification de la tonicité des relations interindividuelles. Vu que tous les besoins anciens sont résolus par la science. Donc alimentation, vêtements, santé, chauffage. La chimie, l'électricité, la souterranéité y veillent à tout cela. Vu que le jeu des intérêts,
que les rapports de production, consommation et de domination-suggestion sont abolis. Alors, dans ce lieu expérimental, de véritables relations interindividuelles orientées vers le progrès sont possibles. Alors, la société devient un échange de reflets. C'est une citation du texte, typique de Tarde d'ailleurs. Chacun renvoyant à l'autre le sien dans un environnement qui n'est plus celui de la concurrence urbaine, ni celui des désirs et des nécessités animales, ni celui des rapports viciés du producteur au consommateur ou de l'ouvrier au patron. Tout repose désormais sur le principe de l'imitation, qui est la grande idée de Tarde. C'est-à-dire, donc, en deux mots, c'est ceci. C'est que le lien social dépend d'un procédé d'imitation. Nous nous imitons chacun les autres. Plutôt nous imitons quelqu'un chacun imite quelqu'un et même plusieurs personnes. Et donc on imite a priori autant des gens que l'on admire ou qui nous surprennent, et en imitant plusieurs personnes, on finit par faire des combinaisons d'imitation, et la nouveauté sociale, le progrès social vient de là. L'idéal étant évidemment après d'essayer de prévoir une société où l'imitation se réaliserait dans les meilleures conditions, avec les meilleurs modèles, disons, qui pourraient être susceptibles d'être imités. Voici comment ça se passe dans le fragment d'histoire future, sur le plan du texte. Se singer mutuellement, et à force de singeries accumulées différemment combinées, se faire une originalité, voire le principal. Le temps avançant, je vais passer un certain nombre de petites choses pour arriver à mon deuxième trait principal de cette société, c'est l'amour. L'amour, en effet, a remplacé toutes les anciennes religions. Dorénavant, l'amour est la vraie religion universelle et permanente. Il y a un petit problème cependant, c'est qu'au début, en l'an 1, ils étaient quelques centaines, et qu'en l'an 596, ils sont 50 millions. Donc, à un moment donné, les ressources alimentaires ont beau être innombrables, car comme tout est glacé, il y a un congélateur à ciel ouvert, non, à ciel fermé. Il suffit de remonter dans la glace, et on trouve plein d'animaux congelés, et puis on peut manger, c'est très bien. Donc il y a un petit problème là. Les ressources alimentaires étaient infinies au départ pour quelques milliers de personnes, mais là, avec 50 millions, c'est plus si évident. Et donc il a fallu mettre au point un strict contrôle des naissances, dans une société qui manifestement ignore la contraception, ou en tout cas toute contraception efficace. Et donc là se présentent 3 cas de figure sur le plan de l'amour et de cette gestion des naissances. Premièrement, les peintres. Alors, les peintres, c'est génial. Dans leur cité, eux, ils réalisent l'idéal moral de l'amour salutaire. Ils sont chastes, car les femmes leur sont des modèles. Et le texte dit bien que les femmes sont merveilleuses dans cette société-là. Donc les femmes leur sont des modèles, et donc si elles étaient enceintes, elles s'abîmeraient, leur corps s'abîmerait. Donc les peintres ne les touchent pas, ils couvrent du regard à distance leurs modèles afin de peindre éternellement des chefs-d'œuvre. Deuxième cas de figure, c'est que pour la plupart des salutaires, cependant, qui ne sont pas peintres, il a fallu restreindre drastiquement les apparitions de, je cite le texte, ce qui, paraît-il, se pratiquait communément et ad libitum chez nos ancêtres, autrement dit la fornication. Et donc, vu les réserves alimentaires qui sont donc inextensibles, il a fallu légiférer et condamner à être jeté dans un lac de pétrole quiconque se permet ou se permettrait de courir le risque d'engendrer. Peu à peu, cependant, l'opinion a accepté cette règle générale. Il n'y a plus besoin de jeter des gens dans les lacs de pétrole. Tout le monde respecte cette chose. Il y a cependant des amants qui meurent de désespoir et des amoureux qui se suicident en prenant l'ascenseur pour remonter à la surface. Et là, ils regardent le ciel et meurent instantanément de froid. Troisième cas de figure, le génie. Le génie, lui, qui, attention, est désigné comme tel par ses pairs. Donc il y a, au sein des peintres, par exemple, les peintres peuvent, à un moment donné, par imitation, créer une espèce de peintre qui va requérir l'admiration de tout le monde. Lui, il va être qualifié de génie. Seul le génie, donc, a le droit d'engendrer, et donc de forniquer. Dernier élément, je passe très vite, la vie esthétique, tout n'est qu'ordre et beauté, calme, luxe et volupté de ce côté-là. La science est magnifique, elle n'a plus à s'occuper de la nature, elle s'occupe donc des bibliothèques et des livres, d'où les grands scientifiques sont les mathématiciens, comme Leverrier, cet astronome qui avait découvert l'existence de Neptune simplement à partir de calculs. Et donc là, les mathématiciens imaginent le monde extérieur à partir de calculs comme ça, et en travaillant sur les livres qui existent. La poésie est à son comble, il y a encore quelques philosophes, mais l'essentiel de la vie esthétique est sauvegardé et même atteint de
de grande qualité. Il me reste, si j'ai bien compté... Les interprétations courantes de ce texte sont de deux ordres. Soit il y a des gens qui disent « ce texte contient en germe la théorie de la société que Tarde va mettre au point plus tard ». Soit alors on met en évidence la qualité de sa vision anticipatrice. Donc il a vu les missiles, les mutations climatiques, les premiers migrants climatiques. Il pose des questions comme la recherche d'une énergie durable. Il anticipe le capitalisme de séduction. On s'entrecharme, dit-il. Il y a une langue unique. C'est un monde de la communication, etc., etc. Mais ces deux façons de lire sont peut-être intéressantes, mais moi j'en ai une autre, plus littéraire, je veux dire, et qui relève aussi de mes travaux sur l'imaginaire social, et notamment sur un fou littéraire comme Paulin Gagne. En effet, 79 et 69 datent de la publication de l'Unitéide par Gagne, qui est une grande épopée anticipatoire plutôt qu'anticipatrice, sont à peu près dans le même imaginaire social. Et donc, j'ai des doutes sur la façon dont on lit, dont les sociologues ou les philosophes contemporains ont lu le fragment d'histoire future, car dire que la théorie de Gagne est là en germe, c'est, me semble-t-il, rater quelques éléments bizarres sur le plan formel du texte. Il y a bien quelque chose pour moi du fou littéraire dans ce texte-là. La première chose, c'est la désopination. Il y a quelques années, donc, on m'avait demandé quelque part de définir ce qu'était un texte de fou littéraire. Et j'avais trouvé cette idée qui disait, bon voilà, c'est un texte qui cultive une figure qui est la désopination, c'est-à-dire que ce texte parvient à faire des propositions qui sortent de la sphère de l'opinable, qui sortent de la sphère du débat et de la discussion. En fait, si vous opinez, si vous dites oui à un énoncé d'un fou littéraire, vous allez passer pour fou. Si vous discutez par contre sérieusement, vous allez passer pour sot. Exemple type chez Paulin Gagne, c'est ceci, voilà, dans son texte La Constitution philanthropophagique, Gagne dit, voilà, pour remédier à la faim dans le monde, offrez votre corps en pâture à vos prochains. Donc, si vous allez tout à l'heure dans le métro, ici, sur Berry-UQAM, que vous entendez quelqu'un qui dit ça, et si vous commencez à approuver en disant « Ah oui, excellente idée, mais offrons notre corps en pâture à notre prochain », vous allez passer pour fou. Si par contre vous commencez à discuter sérieusement la chose, en disant « Ah oui, mais pourrait-on envisager peut-être des cas d'exception, ou bien si je suis mère de famille, est-ce que je dois vraiment me donner tout mon corps ou pas ?» Là, vous allez passer pour sot. La seule façon de voir un texte pareil, c'est de l'excommunier, de dire « je ne veux pas en entendre parler » et partir. Mais là, il sort donc de la sphère de l'opinable. C'est le cas chez Tarde, dans ce livre-là. D'abord sous la forme d'un mode de narration paradoxale. Par exemple, chez lui, donc, l'extinction du Soleil et la glaciation de la Terre ne conduisent pas à la disparition de l'humanité, mais au contraire à l'épanouissement du plus haut degré d'achèvement social. Donc, même chose, si j'arrive tantôt dans le métro et je dis, vous savez, la glaciation de la Terre, c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux afin de créer la meilleure société. Je pense que si quelqu'un me dit oui, il est fou, si quelqu'un commence à discuter, il est sot. Deuxième élément qui rejoint cette désopination, c'est tout ce qui concerne dans le texte la sérendipité. Mot que j'ai appris parce que j'ai lu les travaux d'Hélène Després à ma droite. Donc la sérendipité désigne ce qui arrive quand un chercheur, la notion est plus large que ça, quand quelqu'un, disons, découvre ou invente une chose par hasard, tout à fait fortuitement, du fait d'un concours de circonstances. Par exemple, de Christophe Colomb découvrant l'Amérique, ou bien d'Alexander Fleming découvrant la pénicilline. C'est exactement ce qui arrive dans Fragments d'Histoire future, avec Miltiade, le sauveur de l'humanité. Ce sauveur va faire une découverte géniale qui est la preuve de l'existence de la vie extraterrestre. Comment fait-il? Le raisonnement est suivant. Il dit, bon voilà, si nous ne voyons rien au bout de nos télescopes que nous braquons sur les astres morts, c'est parce qu'ils sont exactement dans la même situation que nous. Autrement dit, nous ne voyons pas les habitants de cette planète parce qu'eux-mêmes se sont enterrés et ont développé une nouvelle communauté. Et donc, voici la preuve. Nous sommes en train nous-mêmes de vivre dans notre expérience la preuve de l'existence de la vie extraterrestre. Deux autres traits, disons, de l'écriture qui m'intéressent, c'est la présence d'une constante ironie tonale.
Ainsi, quand je vois les sociologues ou philosophes qui disent « Bon, voilà, ce texte contient en germe la théorie de Tarde ». Vous savez, la théorie de Tarde, elle est assez articulée. J'ai un peu lu ce texte-là récemment. Il n'y a pas de folie là-dedans. Mais là, dans le texte, par contre, il y en a. Exemple, donc, je vous disais tout à l'heure, les conseils de révision décident donc... Voici comment c'est écrit. Les jeunes gens les plus valides et les mieux faits furent exonérés du service militaire. Les conseils de révision envoyaient sous les drapeaux tous les infirmes, bien suffisants pour un rôle extrêmement amoindri du soldat et même de l'officier inférieur. C'était là de la sélection intelligente, et l'historien ne saurait manquer au devoir de louer avec gratitude cette innovation. Ailleurs, le droit du génie à engendrer est dit comme ceci. Le droit d'engendrer est le monopole du génie et sa suprême récompense. Cause puissante d'ailleurs d'élévation et de sublimation de la race. Bon, les deux choses l'une, si vous prenez ça à la lettre, vous avez donc là un modèle, si j'en crois donc les sociologues qui nous disent aujourd'hui que ce fragment contient la théorie future, donc dans la théorie future de Tarde, elle va être raciste, elle va être eugéniste, elle va être en fait, continuons, elle va aussi enfermer les gens dans une expérience comme ça tout à fait artificielle. Il n'y a plus de journaux, donc la liberté d'expression est supprimée. Il y a un code de gestion des corps extrêmement dominateur, etc., etc. Et donc on arrive là à finalement une théorie qui serait proto-fasciste. Je ne pense pas que ce soit le cas, même du tout. Et pour en tenir compte, il faut tenir compte de ceci, et je termine là-dessus, c'est que ces éléments-là, et quelques autres, donc je n'ai pas le temps de vous citer, indiquent que, loin d'annoncer, disons, la théorie future, ce texte-ci est vraiment un texte de fantaisie, d'exploration fantaisiste, qui est en train finalement de contredire ce que Tarde va prouver plus tard, va essayer de prouver plus tard, et qui est en train de dire, en fait, on ne peut pas comme ça supprimer la nature et puis créer quelque chose à part avec des êtres humains, pour la bonne raison que là, les êtres humains font eux-mêmes partie de la nature. Et donc là, il y a une aporie avec le texte, avec laquelle le texte joue, et il est en train de prendre cela avec une distance. C'est donc un texte qui, en même temps qu'il affiche bien effectivement les intuitions futures de Tarde sur le plan théorique, comme par exemple la théorie de l'imitation, c'est un texte qui dit aussi, attention, il ne faut pas aller trop loin dans ce genre de truc. La sociologie n'est pas là pour donner un programme existentiel à accomplir, elle est là comme science compréhensive et rien d'autre.